Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Je suis ici avec une nouvelle histoire. Alors imaginez ça, un gars qui se tue littéralement au travail, des journées de 16 heures, a empêché des entreprises entières de s'effondrer. Il rentre à la maison épuisé, et sa femme n'est même pas capable de déplacer le linge de la machine à laver vers le sèche-linge. Mais par contre, elle a trouvé le temps pour une journée au spa, un sac à main à $350 et un déjeuner à $90. Les priorités, hein? Et le meilleur dans tout ça? Quand il finit par dire quelque chose, elle le regarde droit dans les yeux et lui dit « Ma présence devrait suffire. » Pardon? Quoi? Ta présence? La fille pensait être une édition limitée de collection ou quoi. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que, au lieu de pleurer dans son oreiller ou de supplier pour avoir son attention, cet homme ouvre un tableur. Un tableur chiffré, littéralement. Et il lui donne comme titre « Plan de justice froide. Restez avec moi, parce que ce qui se passe ensuite est honnêtement l'une des choses les plus satisfaisantes que j'ai jamais lues. » Elle voulait les avantages du mariage sans les responsabilités d'une épouse. Alors je lui ai donné exactement ce qu'elle me donnait. Et maintenant elle me supplie de revenir comme avant. Alors voilà. Moi, homme de 37 ans, je réfléchis depuis un moment à publier cette histoire. Je me dis que peut-être quelqu'un d'autre se trouve dans la même situation et pourrait tirer quelque chose de mon expérience. D'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Ryan. Je travaille dans la cybersécurité. Oui, je suis plutôt doué avec les ordinateurs et tout ce genre de choses. J'ai toujours été le gars discret et fiable, celui qui travaille dur et respecte les règles. J'ai grandi avec mon père qui m'apprenait le respect et la valeur du travail, pendant que ma mère m'apprenait à cuisiner et à prendre soin de moi. Mon père disait toujours « Ne laisse jamais personne te marcher dessus ». Mais j'imagine que j'ai oublié cette leçon pendant un moment. J'ai rencontré Vanessa, 35 ans, lors d'un barbecue chez un ami en 2017. Elle était magnifique, blonde, sportive, toujours habillée comme si elle sortait tout droit d'un magazine. Elle travaillait dans une agence de marketing, gagnait un salaire correct, mais rien de comparable à mon salaire d'analyste senior en sécurité informatique. Nous sommes mariés depuis 3 ans, après 2 ans de relation. Franchement, les débuts étaient incroyables. On ne pouvait pas se lâcher, tout semblait équilibré, et on faisait tous les deux réellement des efforts pour que ça fonctionne. Moi, je cuisinais. Le chili célèbre de mon père était son plat préféré. Elle faisait le ménage. Moi, je réparais ce qui devait l'être dans la maison. Elle gérait le calendrier social. Nous participions tous les deux aux factures. C'était un partenariat, vous voyez? Mais après notre premier anniversaire de mariage, les choses ont commencé à changer. Au début, c'était de petites choses que je ne remarquais pas vraiment. Elle a arrêté de préparer les repas spéciaux qu'elle faisait avant. Elle s'est mise à montrer moins d'intérêt quand je parlais de mon travail ou de mes hobbies. Elle a commencé à exiger davantage tout en faisant de moins en moins sa part. Je trouvais toujours des excuses pour elle. Elle est stressée par le travail. Sa mère lui crée des problèmes. Elle est fatiguée. Bref, j'ai inventé toutes les explications possibles, sauf la plus évidente qui était juste devant moi. J'étais utilisé. Utilisé pour la stabilité, le statut social et l'argent, tandis que je recevais de moins en moins en retour. Mon ami Derek, que je connais depuis le lycée et qui travaille dans le bâtiment, l'avait remarqué avant moi. Mec, chaque fois que je vous vois, elle est sur son téléphone à t'ignorer pendant que toi tu portes tout, m'a-t-il dit lors d'une soirée poker. J'ai rigolé et je lui ai dit de s'occuper de son propre mariage. J'aurais dû l'écouter. Le moment où je me suis finalement réveillé est arrivé après une journée de 16 heures à gérer une énorme faille de sécurité dans mon entreprise. Je suis rentré à la maison épuisé à 23 heures. Pas de dîner, alors qu'elle était à la maison toute la journée. L'évier était rempli de ses assiettes du petit déjeuner et du déjeuner. La lessive que je lui avais demandé de faire n'avait pas bougé. Mais bizarrement, elle avait trouvé le temps de se faire les ongles pour $200, de déjeuner à $90 dans ce bistrot branché du centre-ville avec ses amis, et d'acheter un nouveau sac à main à $350. Sa story Instagram avec la légende « Je me fais plaisir parce que je le mérite » confirmait tout ça. Quand je lui ai demandé ce qu'il en était des tâches ménagères que nous avions convenu de partager, elle a littéralement levé les yeux au ciel. « Je ne me suis pas mariée pour être une femme au foyer », a-t-elle dit sans même lever les yeux de son téléphone, pendant qu'elle envoyait des messages à sa meilleure amie Meghan, une autre princesse capricieuse mariée à un banquier. « Tu te fous de moi ?» ai-je dit, la voix montant malgré moi. Je viens de travailler 16 heures pour empêcher notre entreprise de perdre des millions dans une cyberattaque et tu ne peux même pas mettre le linge dans le sèche-linge. Arrête d'être dramatique, Ryan, a-t-elle répliqué. Moi aussi j'ai eu une journée chargée. Cette journée chargée était littéralement une journée spa, d'après ses publications. Je lui ai dit que je ne demandais pas une femme au foyer, juste une partenaire. C'est laquelle a lâché la phrase qui a tout changé. Elle m'a dit clairement qu'elle voulait les avantages du mariage sans les responsabilités. Qu'est-ce que tu penses exactement apporter à cette relation, ai-je demandé en essayant de garder mon calme. Elle avait l'air sincèrement surprise par la question. Je suis ta femme. Ma présence devrait suffire. Puis elle a fait un geste autour de son corps comme si elle était un prix dans un jeu télévisé. Tu devrais être reconnaissant que je t'ai choisi.
Tu sais combien d'hommes seraient prêts à tuer pour être avec quelqu'un comme moi. Ensuite, elle a énuméré ses soi-disant contributions. Elle m'accompagnait aux événements professionnels, où elle passait tout son temps à réseauter pour sa propre carrière. Elle entretenait son apparence, en utilisant ma carte de crédit. Et elle ne m'avait pas trompé, du moins à ma connaissance, comme si la fidélité était une faveur spéciale plutôt que le minimum dans un mariage. La plupart des hommes seraient ravis d'avoir une femme sexy qui les laisse coucher avec elle. Elle a réellement dit ces mots en face de moi. Je suis resté sans voix. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Pourquoi? Parce qu'elle avait invité ses amis toxiques Megan et Tiffany à la maison. Elle buvait mon whisky hors de prix et hurlait de rire devant une émission de télé-réalité pendant que moi j'avais besoin de dormir avant une autre journée de travail. Et quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur. Mon illusion. J'ai réalisé que je vivais dans une relation totalement à sens unique où je donnais tout pendant qu'elle prenait tout. J'étais devenu un distributeur automatique d'argent avec un sexe, rien de plus. Le lendemain matin, je suis allé au travail avec une étrange clarté d'esprit. Comme si quelqu'un avait enfin réglé la mise au point d'une image floue. J'ai conduit 45 minutes jusqu'à mon bureau en silence. Pas de podcast. Pas de musique. Juste mes pensées. Je pensais à l'argent que je gagnais, 140 000 $ par an plus les bonus, pendant qu'elle gardait son propre salaire séparé, à peine 55 000 $. Je pensais à la maison que je payais presque entièrement, dont elle profitait sans lever le petit doigt pour l'entretenir. Je pensais à la manière dont elle utilisait notre mariage pour son statut social tout en me traitant comme une simple option. J'ai appelé Derek pendant ma pause déjeuner et, pour la première fois, je lui ai tout raconté. On dirait que tu as épousé mon ex, a-t-il dit. Il est temps que tu te trouves une colonne vertébrale et que tu lui montres qu'il y a des conséquences. Au départ, je ne voulais pas de vengeance ni de drame. Ce n'est pas mon caractère. Mon père m'a élevé pour être respectueux et juste. Mais je commençais à comprendre que parfois, la justice ressemble à de la vengeance pour les gens qui se sentent tout permis. Je voulais de l'égalité. Ou au moins arrêter d'être exploité. Si elle voulait les avantages du mariage sans les responsabilités, alors peut-être qu'il était temps qu'elle vive exactement ce qu'elle me donnait. Rien. Ce jour-là, au travail, j'ai ouvert un nouveau tableur chiffré. Tout en haut, j'ai écrit « Plan de justice froide ». En dessous, j'ai commencé à planifier exactement comment lui donner précisément ce qu'elle me donnait. Ni plus, ni moins. Pas seulement par instinct de survie, mais aussi comme un putain d'électrochoc dont elle avait désespérément besoin. Le lendemain matin de cette conversation révélatrice, je me suis assis dans ma voiture avant d'entrer au travail et j'ai fait une liste détaillée de tout ce que Vanessa avait cessé d'apporter à notre mariage. La liste était déprimante de longueur. Cuisine, elle n'avait pas préparé un seul repas depuis 4 mois. Ménage, ses vêtements traînaient constamment par terre. Soutien émotionnel, je ne me souvenais même plus de la dernière fois où elle m'avait demandé comment s'était passée ma journée. Sexe, 2 fois en 3 mois, et les 2 fois elle restait allongée sur son téléphone la moitié du temps. Contribution financière aux dépenses communes, environ 5 cents $ par mois, contre plus de 4 000 pour moi. Et même le respect le plus basique, elle m'interrompait constamment et se moquait de mes hobbies devant ses amis. Pourtant, elle s'attendait à profiter de tout. Un logement haut de gamme, notre maison de 750 000 $. Le statut social d'une femme mariée, littéralement écrit dans sa bio Instagram. L'accès à mon assurance santé premium. Les vacances avec ma famille. La maison au bord du lac de mes parents, qu'elle adorait exhiber sur les réseaux sociaux. Et l'utilisation complète de mon crédit pour ses achats importants. J'ai décidé que ma première action serait financière. Pendant des années, nous avions un compte joint dans lequel je déposais 80% de mon revenu, environ 9 000 $ par mois après impôts, tandis qu'elle contribuait de manière irrégulière, affirmant que son travail dans le marketing ne payait pas assez. Pendant ce temps, elle conservait un compte personnel séparé auquel je n'avais aucun accès. Quand j'ai vérifié notre compte joint ce matin-là, j'ai découvert qu'elle avait retiré 1 700 $ pour faire du shopping la veille, tout en prétendant que nous devions réduire les dépenses alimentaires parce que l'inflation nous tue. Ces mots exacts quand j'avais voulu acheter des steaks la semaine précédente. Cet après-midi-là, je suis allé à la banque et j'ai ouvert mon propre compte séparé dans une banque totalement différente, où elle n'avait aucune relation. J'y ai transféré 75% des fonds du compte joint, environ 22 000 $, en laissant juste assez pour couvrir les factures immédiates. J'ai ensuite configuré mon dépôt direct pour n'envoyer vers le compte joint qu'un pourcentage fixe, exactement égal au pourcentage de son revenu qu'elle contribuait. Ce qui faisait environ 12%. Le reste irait sur mon nouveau compte. J'ai aussi immédiatement commandé une nouvelle carte de crédit à mon seul nom, avec des points qui ne bénéficieraient qu'à moi. Mon ami Mike, qui travaille dans la banque, m'a aidé. J'ai vu ça 1000 fois, mec, m'a-t-il dit. Des gars qui laissent leur femme les vider complètement. Tu fais bien d'y mettre un terme. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, elle m'attendait avec ce sourire calculé que je reconnaissais maintenant comme son visage de manipulation. La tête inclinée, une hanche de côté, ce faux regard innocent. J'ai réfléchi à notre conversation, dit-elle en s'approchant de moi, portant la robe moulante que j'avais autrefois complimentée. J'étais stressé. Tu sais que j'apprécie tout ce que tu fais.
Sa main glissa le long de mon bras pendant qu'elle mentionnait vouloir réserver un week-end dans un resort à Napa à $900 la nuit, qu'elle s'attendait clairement à ce que je paie entièrement. Ça a l'air sympa, répondis-je d'un ton neutre. On peut partager les frais à parts égales puisque nous travaillons tous les deux. Son sourire vacilla un instant avant qu'elle ne se reprenne. Tu sais que mon travail ne paie pas beaucoup. Je pensais que tu pourrais le payer comme cadeau. En plus, Megan et Brad y vont le même week-end et ont déjà réservé. Ah. Donc c'était pour suivre son ami. Classique. Le sentiment d'entitlement dans sa voix était désormais évident maintenant que je l'écoutais vraiment. Chaque phrase commençait par « je veux » ou « j'ai besoin », mais jamais par « nous ». Je réduis les dépenses, dis-je simplement. J'ai mis à jour notre organisation bancaire aujourd'hui pour qu'elle soit plus proportionnelle à nos revenus. La chaleur calculée disparut instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent et son visage devint rouge. « Tu as fait quoi ? Sans m'en parler d'abord ?» Elle frappa du pied comme une enfant. L'ironie de l'avoir exigé une discussion sur des changements financiers alors qu'elle faisait des retraits sans me consulter depuis des années ne m'échappa pas. « Je fais simplement comme toi », expliquai-je calmement. « Tu gardes ton argent personnel séparé, et maintenant je fais pareil. Je contribuerai proportionnellement aux dépenses communes, comme toi. Environ 12%, d'après mon calcul. 12%? C'est ridicule. Comment suis-je censé vivre avec ça, hurla-t-elle. De la même façon que je suis censé vivre en payant 88% des factures, j'imagine, répondis-je. La dispute qui suivit fut révélatrice. Elle m'accusa de tout, de cruauté, de trahison, mais fut incapable d'expliquer pourquoi elle pouvait avoir une indépendance financière, mais pas moi. Quand elle comprit que je ne céderais pas, elle changea de tactique. Les fausses larmes que j'avais si souvent crues. Le mascara qui coulait stratégiquement. Elle prétendait que je ne lui faisais plus confiance. La confiance se gagne par les actions, répondis-je. Tes actions montrent que tu veux l'indépendance, pas un partenariat. Je respecte ton choix en faisant la même chose. Mais comment je vais payer les soirées entre filles? Et mon soin du visage la semaine prochaine? Elle demanda vraiment ça en pleurant. Pas comment nous allons payer l'hypothèque, mais comment elle allait financer ses luxes personnels. Le masque était officiellement tombé. Pendant la semaine suivante, j'ai continué à mettre en place mon plan de réciprocité. Je cuisinais seulement pour moi, comme elle l'avait fait ces derniers mois. Je nettoyais uniquement mes propres affaires. Quand elle laissait la vaisselle dans l'évier, elle y restait jusqu'à ce qu'elle s'en occupe. Je faisais ma lessive, mais pas la sienne. Le point de rupture arriva quand elle eut besoin d'un trajet parce que sa voiture ne démarrait plus. Pendant des années, j'avais tout laissé tomber pour l'aider dans ce genre d'urgence. Cette fois, j'ai répondu avec la même excuse qu'elle m'avait donnée quand je lui avais demandé de venir me chercher pendant une tempête de neige. Désolé, je suis au milieu de quelque chose d'important. Tu peux appeler un Uber, ai-je envoyé par message. Tu es sérieux là, répondit-elle. Je suis ta femme. Oui. Et je suis ton mari. Je te donne juste ce que tu me donnes. Ce soir-là, elle m'a confronté directement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as changé. Rien ne m'est arrivé, répondis-je honnêtement. J'ai simplement commencé à me respecter suffisamment pour attendre de la réciprocité. Je m'aligne sur ton investissement dans ce mariage. Ni plus, ni moins. Elle est partie vivre chez son amie. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Seulement une détermination froide de continuer sur la voie que j'avais choisie. Ce n'était pas une punition. C'était établir des limites après des années de compromis à sens unique. Au bout de la 3e semaine de ma nouvelle approche, la dynamique entre nous avait radicalement changé. Elle est revenue de chez son amie après 2 jours, s'attendant à ce que je sois revenu à la raison. Au lieu de ça, elle m'a trouvé parfaitement satisfait de ce nouvel arrangement. Le déséquilibre de pouvoir qui avait défini notre relation se dissolvait, et elle ne savait clairement pas comment gérer ça. Sa première stratégie fut d'utiliser le sexe comme arme. Après des mois à rejeter mes avances avec des excuses de maux de tête ou de fatigue, elle est soudain apparue dans la chambre, portant de la lingerie que je n'avais jamais vue auparavant. Quand j'ai décliné poliment, en citant la même excuse fatiguée qu'elle avait utilisée d'innombrables fois, son expression était inestimable. Un mélange de choc et d'indignation. Comme si sa beauté seule devait automatiquement obtenir mon attention. Il y a quelqu'un d'autre, demanda-t-elle immédiatement, préférant l'accusation à l'introspection. Non, répondis-je honnêtement. Je m'aligne simplement sur ton niveau d'intérêt. Quand tu commenceras à montrer un désir constant d'intimité, au lieu de l'utiliser comme outil de manipulation, je ferai pareil. Cela mena à sa 2e stratégie. Impliquer d'autres personnes dans nos affaires privées. Le lendemain, mon téléphone explosa de messages venant de membres de sa famille me demandant pourquoi je la maltraitais. Selon le récit soigneusement construit qu'elle leur avait raconté, j'étais soudain devenu froid et contrôlant sans aucune raison. Elle avait commodément omis les années de déséquilibre qui avaient conduit à mon changement de comportement. Plutôt que d'entrer dans les détails avec sa famille, j'ai répondu à chaque message de la même manière. J'apprécie votre inquiétude, mais c'est une affaire entre ma femme et moi. Pendant ce temps, je documentais chaque tentative de manipulation dans un journal. Pas par mesquinerie, mais comme rappel de la réalité lorsque le doute commençait à s'installer. Sa 3e stratégie est apparue lors d'un dîner avec nos amis les plus proches.
C'était une performance publique soigneusement calculée. Elle était excessivement affectueuse, mentionnant à plusieurs reprises des choses qu'elle avait soi-disant faites pour moi, dont la plupart n'avaient jamais existé. Quand nos amis ont demandé quels étaient nos projets pour le week-end de vacances à venir, elle s'est précipitée pour répondre. On pense aller à la maison du lac. Il travaille tellement dur et j'ai envie de lui faire plaisir. La maison du lac appartenait à ma famille. Le cadeau viendrait entièrement de ma poche. Nos amis ont hoché la tête avec approbation devant sa générosité apparente. En fait, suis-je intervenu calmement, nous n'avons encore discuté d'aucun plan. Si tu veux organiser un voyage, on devrait parler de la façon dont on va partager les coûts. L'éclair de colère qui traversa ses yeux fut rapidement caché par un rire. Oh, il est tellement pratique ces derniers temps, dit-elle à nos amis en serrant mon bras avec des ongles qui s'enfonçaient un peu trop fort. Après le départ de nos amis, elle explosa. Comment oses-tu me contredire devant eux? Tu m'as fait passer pour quelqu'un de ridicule. J'ai simplement dit la vérité, répondis-je. Si tu veux te présenter comme quelqu'un de généreux, fais des offres réellement généreuses qui ne reposent pas sur mes ressources. La confrontation s'intensifia jusqu'à ce qu'elle sorte son atout final. Mon père a toujours dit que je méritais un homme qui me fournirait tout sans poser de questions. Peut-être qu'il avait raison, peut-être que tu n'es tout simplement pas à la hauteur. Pendant des années, cette comparaison avec un fournisseur parfait imaginaire m'aurait profondément blessé. Cette fois, j'ai simplement hoché la tête. Tu as le droit de penser ça, et moi j'ai le droit d'attendre un partenariat plutôt qu'une servitude. Si ce n'est pas ce que tu veux, peut-être que nous devrions reconsidérer ce mariage. Le fait que l'idée de mettre fin à notre relation vienne de moi, et non comme une menace manipulatrice de sa part, la déstabilisa visiblement. La réalité financière d'un divorce semblait soudain lui apparaître. Sans accès à mon revenu, son style de vie changerait radicalement. Son expression passa instantanément de la colère au calcul. « Je ne veux pas ça », dit-elle en adoucissant sa voix. « On peut arranger les choses. » J'ai répondu que c'était possible, mais seulement avec des attentes claires de réciprocité. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, elle a lavé la vaisselle après le dîner sans que je le lui demande. C'était un petit geste. Mais il révélait quelque chose d'essentiel. Elle était capable de contribuer quand elle était correctement motivée. Le véritable test arriva le week-end suivant, quand ma voiture eut besoin de réparation. Pendant des années, j'avais géré tout l'entretien des véhicules pour nos deux voitures. Cette fois, j'ai emmené la mienne au garage, mais j'ai laissé la sienne avec sa vidange en retard. « Quand vas-tu emmener ma voiture au garage ?» demanda-t-elle, s'attendant clairement à ce que je m'en occupe comme d'habitude. « Je ne vais pas le faire », répondis-je simplement. « Je m'occupe de ma voiture, tu t'occupes de la tienne. C'est ça, l'égalité. » Alors qu'elle essayait de comprendre cette nouvelle réalité où ses problèmes n'étaient plus automatiquement les miens, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était plus seulement une question de sauver mon mariage. C'était une question de me sauver moi-même d'une vie entière de sacrifices à sens unique qui finirait par me laisser vide. Un mois après le début de mon plan de réciprocité, la confrontation que j'attendais finit par arriver. Tout commença avec un relevé de carte de crédit arrivé par la poste. 3200 $ facturés sur une carte de crédit commune. La plupart pour des vêtements de créateurs et des soins de salon coûteux. Pendant des années, j'avais absorbé ces coûts en silence malgré notre accord de discuter de tout achat dépassant 200 $. Ces jours-là étaient terminés. J'ai posé le relevé sur le comptoir de la cuisine et lui ai envoyé un message disant que nous devions en parler quand elle rentrerait. Elle répondit par un simple « peu importe », montrant qu'elle n'avait toujours pas compris le changement fondamental dans notre dynamique. Quand elle arriva à la maison et me vit assis calmement à la table de la cuisine avec le relevé devant moi, son expression oscilla entre défi et calcul. Elle choisit la stratégie qui avait toujours fonctionné auparavant. La distraction. « Tu ne croirais pas la journée que j'ai eue », commença-t-elle en se lançant dans un long récit de drame au travail. Je l'ai écouté poliment. Puis, quand elle eut fini, je suis revenu calmement au sujet. À propos des dépenses sur la carte de crédit, dis-je en tapotant le relevé. Je paierai ma part des dépenses communes du foyer. Les achats personnels que tu as faits devront être payés depuis ton compte. Elle resta figée. Ce n'est pas comme ça qu'on a toujours fait. L'ancien arrangement ne fonctionnait pas pour moi, répondis-je calmement. Tout comme tu as décidé unilatéralement que certaines responsabilités conjugales ne te convenaient plus. Sa voix monta immédiatement. Donc c'est une punition parce que je ne suis pas ta cuisinière et ta femme de ménage personnelle. Ce n'est pas une punition, corrigeai-je. C'est une conséquence. Tu voulais l'indépendance vis-à-vis des attentes traditionnelles tout en conservant les avantages traditionnels. Je n'applique que le même principe aux finances. Ce qui suivit fut la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Elle m'accusa de changer les règles en plein milieu de la partie. Je lui rappelai que c'était elle qui les avait changées la première lorsqu'elle avait décidé que le mariage était une rue à sens unique davantage. Elle dit que j'étais mesquin. Je répondis que j'étais précis, donnant exactement ce que je recevais. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» demanda-t-elle finalement, les larmes aux yeux. Des larmes que j'avais déjà vues quand la logique échouait et que la manipulation émotionnelle devenait son arme. « Je t'ai épousé parce que je t'aimais », répondis-je honnêtement. « Mais l'amour a besoin de respect pour survivre.
Et le respect exige de la réciprocité. La dispute s'intensifia jusqu'à ce qu'elle attrape son téléphone et appelle son père, mettant l'appel sur haut-parleur avec un regard triomphant. J'ai immédiatement reconnu la tactique. Elle mobilisait son allié le plus puissant, s'attendant à ce que je cède comme lors de nos disputes précédentes. « Papa, il refuse de payer la facture de la carte de crédit », dit-elle d'une voix soudain petite et victime. La voix grave de son père remplit la cuisine. Quel est le problème? Un vrai homme prend soin des besoins de sa femme sans se plaindre. Dans le passé, j'aurais cédé sous cette pression. Cette fois, j'ai parlé directement et avec assurance. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, un véritable partenariat implique un soutien et une contribution mutuelle. Je suis heureux d'en discuter avec ma femme, mais cela nous concerne tous les deux. Le silence qui suivit fut lourd. Son père, peu habitué à être contredit, balbutia avant d'exiger de parler à sa fille seule. Elle prit l'appel dans une autre pièce, mais j'entendais sa voix de plus en plus agitée. Apparemment, son père ne lui donnait pas l'intervention qu'elle espérait. Elle revint 20 minutes plus tard, le visage rouge de colère. Il dit que je devrais me demander si ce mariage me convient vraiment. C'est une question juste, répondis-je. Une question que nous devrions tous les deux nous poser. Est-ce qu'une relation basée sur un partenariat authentique est vraiment quelque chose que tu veux? L'incertitude traversa son visage. Le scénario ne se déroulait pas comme prévu. Ses tactiques habituelles échouaient, et elle semblait réellement ne pas savoir quoi faire sans elle. Cette nuit-là, un changement surprenant se produisit. Sans en parler, elle prépara le dîner pour nous deux, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Ce n'était pas un repas sophistiqué. Juste des pâtes avec une sauce en bocal. Mais le geste lui-même disait beaucoup. Elle testait si la réciprocité pouvait aussi jouer en sa faveur. Alors que nous mangions dans un silence relatif, je réalisais que ce n'était plus seulement une question de corriger une relation déséquilibrée. Il s'agissait de découvrir s'il restait encore quelque chose entre nous qui méritait d'être sauvé, une fois les manipulations et les attentes à sens unique éliminées. La paix fragile qui s'était installée après notre conversation honnête a duré exactement 3 semaines avant que la confrontation finale n'arrive. Pendant ces semaines, nous avons vécu dans une trêve inconfortable. Elle faisait des efforts occasionnels pour agir comme une véritable partenaire, elle prenait en charge certaines tâches ménagères, participait aux décisions, et initiait même parfois l'intimité sans arrière-pensée. De mon côté, je correspondais exactement à ses efforts, en maintenant le principe de réciprocité tout en l'observant attentivement. Puis arriva la facture de carte de crédit de son week-end avec Megan et Tiffany. $6 900 facturés sur notre compte commun. Les dépenses comprenaient soins de spa de luxe, $2,200. Dîner dans des restaurants chers, $1,500. Achat dans des boutiques haut de gamme, $3,000. Et même une séance chez une voyante, $200. Tout cela bien au-delà de notre limite de dépenses convenue. Ce qui rendait la situation encore pire, c'était que le relevé avait été délibérément caché sous une pile de magazines, au lieu d'être placé avec le reste du courrier. Quand je l'ai confrontée, elle a d'abord nié savoir quoi que ce soit. Ça doit être une fraude, a-t-elle affirmé. Quand je lui ai montré le relevé détaillé avec sa signature, elle est passée à la justification. Je travaille dur. Je mérite de belles choses. Elle tapa même du pied encore une fois. Je suis d'accord que tout le monde mérite des récompenses pour son travail, répondis-je. Mais ces récompenses doivent correspondre à leur contribution et venir de leurs propres revenus. Ses yeux se plissèrent. Donc tu refuses de payer. Je paierai ma part de nos dépenses communes comme convenu. Les luxes personnels sont ta responsabilité. Je pouvais voir le calcul dans son regard pendant que son expression passait de la colère à une vulnérabilité soigneusement jouée. Je ne peux pas payer ça toute seule, admit-elle d'une voix volontairement fragile. Mon travail ne paie pas assez. Dans ce cas, peut-être que les week-ends de spa de luxe ne devraient pas être une priorité, suggérai-je. Ou peut-être qu'un travail mieux payé serait à envisager. Je crois que Starbucks recrute. Ils offrent aussi des avantages. Elle me regarda comme si je venais de dire quelque chose de scandaleux, plutôt que d'évoquer la responsabilité financière de base que la plupart des adultes gèrent chaque jour. Puis vint l'ultimatum que j'attendais à moitié depuis des mois. Si tu ne paies pas cette facture en entier, je veux le divorce. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. Dans le passé, une telle menace m'aurait poussé à me précipiter pour l'apaiser, pour sauver un mariage dans lequel j'avais tant investi malgré la misère qu'il me causait. Cette fois, j'ai ressenti un calme inattendu. Je comprends, répondis-je simplement. Si c'est ta décision, je la respecterai. Ma réponse n'était clairement pas celle qu'elle attendait. Elle recula immédiatement. Je ne veux pas vraiment ça. Je veux juste que tu comprennes à quel point c'est sérieux. Je comprends parfaitement, l'assurai-je. Tu dis que si je ne finance pas des achats de luxe faits sans consultation, notre mariage n'est pas viable. De ton point de vue, cela clarifie parfaitement tes priorités. Elle tenta encore plusieurs appels émotionnels, accusations de cruauté, souvenirs de la période où nous étions heureux. Quand cela échoua, elle passa aux menaces de divorce et de partage des biens, pensant clairement que ce levier financier me ferait céder. Tu as tout à fait droit à une division équitable de nos biens matrimoniaux, répondis-je calmement.
J'ai déjà consulté un avocat concernant une répartition équitable basée sur les contributions. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je documentais tout depuis des mois, que j'avais déjà déplacé certains actifs, et que je recevais les conseils de Mike à la banque, qui avait vu ce scénario des centaines de fois. La mention d'un avocat la réduisit au silence pendant un instant. Tu as parlé à un avocat derrière mon dos. Je me suis préparé à la possibilité que la réciprocité ne soit pas acceptable pour toi à long terme, expliquai-je. Tout comme tu t'es préparé à ton indépendance financière en gardant des comptes séparés pendant tout notre mariage. Dans le silence stupéfait qui suivit, j'ajoutai. Je préférerais construire quelque chose d'authentique avec toi. Mais je ne reviendrai pas à un arrangement où je donne tout et reçois presque rien en retour. Elle quitta la maison sans un mot. Tard dans la nuit, elle revint pour une dernière tentative. La séduction comme manipulation, la stratégie qui avait réglé tant de disputes dans le passé en contournant toute résolution réelle. Je refusai fermement, expliquant que l'intimité devait être une expression de connexion, pas un outil de contrôle. Ce rejet sembla finalement sceller la réalité de notre nouvelle dynamique. Elle fit un sac et annonça qu'elle resterait chez sa sœur, jusqu'à ce que tu retrouves la raison. 3 jours plus tard, je reçus les papiers du divorce. Mais c'est là que mon histoire prend une tournure différente de ce que vous pourriez attendre. Ma préparation avait été bien plus complète qu'elle ne pouvait l'imaginer. Quand elle reçut ma contre-requête, elle incluait des captures d'écran où elle admettait dans des messages à Meghan qu'elle cachait volontairement certaines dépenses. Des relevés bancaires montrant son schéma d'abus financier. La documentation du véritable partage des contributions du foyer, 88%/12%. Des captures d'écran où elle se moquait de moi auprès de ses amis. Des preuves qu'elle prévoyait de changer de mari quand j'obtiendrais ma promotion attendue. La semaine suivante, tout s'est effondré dans sa vie. Son entreprise annonça des licenciements et son poste fut supprimé. Son amie toxique Meghan, en plein divorce elle aussi, ne pouvait pas l'aider financièrement. Ses cartes de crédit étaient au maximum à cause du week-end au spa et de ses séances de shopping. C'est alors que les messages ont commencé. On devrait en parler en personne. Je pense que j'ai été trop rapide. Est-ce que je peux rentrer à la maison? Juste pour discuter? Je n'ai pas répondu pendant 3 jours. Quand je l'ai fait, j'ai simplement écrit. Tu peux passer samedi à 10h pour discuter des questions financières. Quand elle est arrivée, la princesse arrogante avait disparu. À sa place se trouvait une femme désespérée qui venait soudain de comprendre que les actions ont des conséquences. Elle avait maigri. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par un jean simple et un pull. Ryan, commença-t-elle, les larmes déjà aux yeux. J'ai beaucoup réfléchi. Tu me manques. Ce que nous avions me manque. Quelle partie, demandai-je. Celle où je payais tout pendant que tu ne contribuais à rien? Celle où tu te moquais de moi avec tes amis? Ou celle où tu disais à Meghan que tu comptais me remplacer par un mari plus riche? Son visage devint blanc. Tu as vu ces messages? J'ai tout vu, Vanessa. Les plans, les manipulations, tout. Je ne pensais rien de tout ça, sanglota-t-elle. J'étais stupide et gâtée et j'ai besoin de toi. On m'a licencié. Mes cartes sont pleines. Meghan ne peut pas m'aider. Et voilà. Pas, je t'aime, ni, j'avais tort. Mais, j'ai besoin de toi. Plus précisément, elle avait besoin de mon argent. Donc, pour être clair, dis-je calmement, maintenant que tu as des problèmes financiers, tu as décidé que notre mariage valait la peine d'être sauvé. Elle hocha la tête avec empressement. Je peux changer. Je ferai le ménage. Je contribuerai plus. Tout ce que tu veux. Je pris une profonde inspiration. Je veux une partenaire. Pas une dépendante qui se comporte bien seulement quand elle est désespérée. Le divorce suit son cours comme prévu. Ce qui suivit fut la crise la plus spectaculaire que j'ai jamais vue. Elle criait, suppliait, menaçait, tout cela en quelques minutes. Elle se mit même à genoux, agrippant mes jambes, le mascara coulant sur son visage. S'il te plaît, Ryan, je ferai n'importe quoi. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents ne veulent pas m'aider. Ils ont dit que j'avais fait mon lit. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Tu avais un mari qui aurait tout fait pour toi. Tu as choisi l'entitlement plutôt que le partenariat. Ces choix ont des conséquences. Alors qu'elle partait, elle se retourna à la porte. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Trouver un travail, Vanessa. Comme le reste d'entre nous. 6 semaines plus tard, notre divorce fut finalisé avec des conditions qui me favorisaient largement, grâce aux preuves. Elle n'obtint rien au-delà du minimum légal, ce qui n'était pas grand-chose étant donné la brièveté de notre mariage et la documentation montrant sa contribution, ou plutôt son absence de contribution. Par des amis communs, j'ai appris qu'elle avait déménagé dans un studio et accepté un poste d'assistante exécutive, une énorme rétrogradation par rapport à son travail dans le marketing. Son Instagram, autrefois rempli de publications luxueuses, devint silencieux. 1 an après le divorce, j'ai reçu une lettre d'elle. Elle était étonnamment réfléchie et sincère, reconnaissant son comportement d'enfant gâté et ses erreurs. Trop peu, trop tard. Mais cela suggérait qu'elle finirait peut-être par grandir en tant que personne. Pendant ce temps, ma vie s'améliorait considérablement. La promotion arriva, portant mon salaire à $180 000.
J'ai remboursé la maison, désormais la mienne seule, commencé à voyager davantage et renouer avec de vieux amis que j'avais négligés pendant mon mariage. Derek m'a présenté Sarah, l'amie de sa femme. Une infirmière pédiatrique qui payait sa part, cuisinait des repas incroyables parce qu'elle aimait ça, et qui écoutait vraiment quand je parlais. La différence était le jour et la nuit. Le mois dernier, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais dans un steakhouse haut de gamme avec ma nouvelle petite amie pour célébrer ma promotion au poste de directeur de la sécurité informatique. 250 000 $ maintenant, plus des stocks options. Nous savourions une bouteille de vin à 200 $ quand Vanessa s'est approchée de notre table. Elle n'était pas cliente. Elle était notre serveuse. Ryan, dit-elle d'une petite voix. Les mèches blondes coûteuses avaient disparu. Les vêtements de créateur avaient été remplacés par l'uniforme d'une serveuse. Comment vas-tu? Très bien, répondis-je honnêtement. Je présentai Sarah, qui lui adressa un sourire poli. C'est bien, dit Vanessa, les yeux allant de l'un à l'autre, s'attardant sur la main de Sarah posée sur la mienne. Puis-je vous apporter autre chose? Juste l'addition quand vous aurez un moment, répondis-je. Pas de méchanceté. Pas de triomphe. Je ne ressentais rien d'autre qu'une légère pitié. Quand elle s'éloigna, Sarah demanda. Ton ex-femme? Oui. Tu ne m'avais jamais dit qu'elle travaillait comme serveuse. Je ne le savais pas, répondis-je honnêtement. Mais ça ne m'étonne pas. Les actions ont des conséquences. Quand Vanessa apporta l'addition, elle glissa un petit mot en dessous. J'ai attendu de sortir du restaurant pour le lire. Je suis désolé pour tout. Je n'ai compris ce que j'avais qu'après l'avoir perdu. Tu avais raison sur tout. J'ai dû apprendre à la dure que le monde ne me doit rien. Si tu veux un jour discuter, j'aimerais m'excuser correctement. Je l'ai froissé et jeté dans une poubelle devant le restaurant. Sarah me regarda avec curiosité. Le passé doit rester dans le passé, dis-je. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin ici. 2 semaines après cette rencontre, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'est Vanessa. S'il te plaît, pouvons-nous parler? J'ai tout perdu. Mon appartement étant saisi. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents ne veulent pas m'aider. J'ai fait de terribles erreurs. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je ne sais plus vers qui me tourner. J'ai montré le message à Derek autour d'une bière ce soir-là. Ne tombe pas dans le piège, mec, m'avertit-il. Manipulation classique. Je n'ai aucune intention de la sauver, le rassurai-je. Mais je suis curieux de savoir ce qu'elle veut. J'ai accepté de la rencontrer dans un café public. Quand elle est arrivée, je l'ai à peine reconnue. La femme qui dépensait autrefois 800 $ par mois en soins de peau avait l'air fatiguée, usée. La vie n'avait clairement pas été tendre avec elle depuis notre divorce. Merci d'être venue, dit-elle en tordant ses mains. Je ne sais pas par où commencer. Et si tu commençais par la vérité, pour une fois, suggérai-je. Elle s'est effondrée là, au milieu du café. Entre ses larmes, elle avoua tout. Comment elle m'avait pris pour acquis. Comment elle m'avait utilisé. Comment elle prévoyait de me remplacer une fois que je serais suffisamment riche. Elle admit aussi m'avoir trompé une fois avec son patron, ce que je ne savais pas. Et comment le karma l'avait rattrapé quand il l'avait licencié lors des réductions de personnel malgré leur liaison. J'ai touché le fond, dit-elle finalement. J'ai 40 000 $ de dette de carte de crédit. J'ai été expulsé de mon appartement. Ma voiture a été saisie la semaine dernière. Megan ne me parle plus depuis son divorce. Je n'ai plus rien. Puis vint la véritable raison de notre rencontre. J'espérais, peut-être que je pourrais rester à la maison pendant un moment. Juste le temps de me remettre sur pied. Je ne te dérangerai pas. Je pourrais aider à la maison comme avant. Enfin, mieux qu'avant. J'ai presque ri devant l'ironie. Maintenant qu'elle subissait les conséquences de ses actes, elle était soudain prête à contribuer. Classique. Vanessa, dis-je doucement mais fermement, ce que tu vis maintenant est la conséquence naturelle de tes choix. L'entitlement, la manipulation, prendre sans jamais donner, tout cela t'a mené ici. Je ne peux pas te sauver de ça. Mais je ferai n'importe quoi, supplia-t-elle en attrapant ma main à travers la table. J'ai changé. J'ai appris ma leçon. Si tu as vraiment changé, alors tu trouveras ton chemin sans utiliser quelqu'un d'autre comme béquille. C'est ce que font les adultes responsables. En me levant pour partir, j'ai posé 500 $ en espèces sur la table. C'est un geste unique. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je choisis d'être gentil malgré la façon dont tu m'as traité. Utilise cet argent pour acheter un billet de bus vers tes parents ou trouver une chambre à louer. Après ça, ne me contacte plus. Le mélange de gratitude et d'humiliation sur son visage est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je suis parti en ressentant non pas de la satisfaction, mais un sentiment de clôture. Je lui avais donné exactement ce qu'elle m'avait donné pendant notre mariage. Le strict minimum. Et maintenant, j'étais libre de donner beaucoup plus à quelqu'un qui le mérite vraiment. 3 ans se sont écoulés depuis le divorce et 5 mois depuis cette rencontre au café. J'ai appris par des amis communs que Vanessa avait finalement déménagé dans sa ville natale, trouvé un emploi de réceptionniste, et vivait avec une colocataire dans un petit appartement. Ses réseaux sociaux ont disparu. Plus de vie luxueuse à exhiber qu'elle n'avait jamais réellement gagné. Pendant ce temps, Sarah a emménagé avec moi le mois dernier. Nous partageons les dépenses à parts égales,
malgré mon revenu bien plus élevé, parce que c'est ce qu'elle insiste pour faire. Elle cuisine parce qu'elle aime ça, pas parce qu'elle y est obligée. Je m'occupe du jardin parce que cela me détend. Quand l'un de nous passe une mauvaise journée, l'autre prend le relais sans compter les points. C'est ainsi qu'un véritable partenariat devrait fonctionner. Parfois, mon esprit revient à ce tableur. Mon plan de justice froide. Celui qui m'a sauvé d'une vie entière à être utilisé. Au final, ce n'était pas une question de vengeance. Même si la justice a été satisfaisante. C'était une question de me respecter suffisamment pour exiger la réciprocité. De comprendre que les relations saines ne peuvent pas survivre quand une personne prend constamment pendant que l'autre donne. La leçon la plus importante que j'ai apprise. Les personnes qui vous apprécient vraiment ne considèrent pas le respect et la contribution comme optionnels. Elles donnent librement parce qu'elles le veulent, pas parce qu'elles y sont forcées. Et elles n'attendent certainement pas d'être désespérées pour commencer à bien vous traiter. Alors pour tous les hommes qui lisent ceci et qui se reconnaissent dans mon histoire. Vous n'êtes pas fous. Vous n'êtes pas égoïste de vouloir un équilibre. Et vous n'êtes pas obligé de financer le style de vie arrogant de quelqu'un d'autre. Levez-vous pour vous-même avant qu'il ne soit trop tard. La bonne personne ne vous fera jamais vous battre pour obtenir un respect de base. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. D'abord, Ryan. Écoutez, je comprends. Vraiment. Quand quelqu'un profite de vous pendant des années, il arrive un moment où quelque chose craque à l'intérieur. Vous ne voulez plus réparer les choses, vous voulez que la personne ressente enfin les conséquences. Et honnêtement, son approche n'était même pas si extrême que ça. Il n'a pas détruit sa vie. Il a simplement arrêté de porter la sienne. C'est tout. Il a égalé son énergie, protégé ses finances, tout documenté, et quand le divorce est arrivé, il était prêt. Intelligent, calculé, et honnêtement assez juste quand on y pense. Mais voici mon véritable point de vue, Vanessa n'est pas seulement la méchante de cette histoire. C'est aussi un avertissement. Elle croyait sincèrement que sa beauté et sa présence étaient une monnaie qui ne perdrait jamais de valeur. Personne ne lui a jamais dit non. Son père l'encourageait. Ses amis Meghan et Tiffany l'encourageaient. Et Ryan l'a encouragée pendant des années. Donc quand la réalité a finalement frappé à sa porte, elle n'avait aucun outil pour y faire face. Aucun. Et quand on y réfléchit vraiment, c'est assez triste. Mais la scène du café m'a marqué. Parce que même au fond du trou, son premier réflexe était encore « Est-ce que je peux rester chez toi ?» Même après tout. Ce n'est pas quelqu'un qui a complètement changé. C'est quelqu'un de désespéré, qui revient au seul mécanisme qu'il a toujours connu. Ryan qui laisse $500 sur la table et s'en va? C'était probablement l'acte le plus mature émotionnellement de toute l'histoire. Maintenant, parlons des leçons. Et elles s'appliquent à tout le monde, pas seulement aux hommes. Première leçon, l'amour sans réciprocité, c'est simplement de la commodité déguisée. Si quelqu'un n'est présent que lorsqu'il a besoin de quelque chose, vous avez déjà votre réponse. Deuxième leçon, les gens vous traiteront exactement aussi bien que vous les laissez vous traiter. Le moment où Ryan a cessé d'accepter le strict minimum, le comportement de Vanessa a changé. Immédiatement. Troisième leçon, se construire en silence est la réponse la plus puissante quand les autres vous sous-estiment. Ryan a obtenu la promotion, la maison, et Sarah. Vanessa a obtenu un studio et un uniforme de serveuse. Les actions finissent toujours par vous rattraper. Toujours. Merci de m'avoir regardé sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine histoire.